Bonsoir, bienvenue sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Troisième journée de violence à Nouméa, magasins pillés, maisons incendiées, tirs sur les gendarmes, les émeutes continuent. Au même moment à Paris, la loi sur le dégel du corps électoral a été votée. Le SMIC polynésien revalorisé à hauteur de 3 500 francs net depuis le début du mois, une hausse conséquente à l'inflation qui a pris par surprise certaines entreprises. La chance des collégiens de Moorea qui rêvaient de voir la vague olympique de Teahupo'o. Depuis hier, la gauche de Have s'est réveillée. Ils ont pu admirer l'entraînement des surfeurs. Le grand rendez-vous culturel de l'année approche à grands pas. Du 4 au 20 juillet, plus de 2500 artistes investiront la place To'ata pour le Heiva Eat Haiti. Cette année, c'est Matani Kainuku qui présidera le jury. Il nous dira ce qu'il attend des 10 groupes de chants traditionnels et 10 groupes de Eat Haiti. Matani Kainuku est notre invité ce soir. Ils espèrent que le calme sera revenu en Nouvelle-Calédonie au mois d'octobre, car ils comptent bien s'y rendre. 6 personnes polyhandicapées vont prendre l'avion pour découvrir le Caillou, un échange culturel qui ne s'improvise pas. Troisième jour de violence en Nouvelle-Calédonie et malheureusement un mort comptabilisé ce soir. Les blocages et pillages ont continué la nuit dernière. De grandes enseignes du territoire ont pris feu. 130 personnes ont été interpellées et plusieurs dizaines d'émeutiers placés en garde à vue. Une soixantaine de blessés ont été comptabilisés parmi les forces de l'ordre. L'aéroport de la Tontouta est fermé. La présidente de la province sud demande au président de la République de déclarer l'état d'urgence pour que l'armée soit mobilisés. Des violences pour protester contre la révision constitutionnelle en cours à Paris et notamment le texte sur le dégel du corps électoral. Le projet de loi déjà adopté au Sénat a été voté à l'Assemblée nationale. Le président de la République vient d'adresser un courrier au chef de groupe du Congrès et au président de parti pour les convier à Paris. La réunion aura lieu sous l'égide du Premier ministre. C'est un véritable climat de guerre civile qui règne actuellement à Nouméa avec plus d'une soixantaine de commerces et d'entreprises incendiés. La communauté calédonienne de Polynésie suit avec attention les événements, tout comme les politiques. Mélodie Uhilamo-Afassioné, Rohan Pautoru et Marcel Bono ont recueilli quelques réactions. La Nouvelle-Calédonie, méconnaissable après 3 jours d'une extrême violence, alors que l'Assemblée nationale examine le projet d'élargissement du corps électoral. Wene Pouenedier travaille sur Tahiti depuis 3 ans. La jeune femme est triste de ce qui arrive au pays, le résultat, selon elle, d'un dialogue de sourds au niveau des politiques. J'ai le sentiment qu'ils ne écoutent pas ceux qui sont au pays. Qu'ils ont fait les manifestations et tout. Mais moi, je crois toujours à la justice et à la paix. Mais je crois toujours pour mon pays. Calédonienne de cœur, cette Polynésienne a vécu sur le Caillou pendant des années. Elle y a fondé son foyer et ses enfants ont suivi son exemple. Ces événements aujourd'hui lui rappellent de fort mauvais souvenirs. Je me suis retrouvée en 84. Il y a 40 ans maintenant, hein, mais on dirait que c'est la même scénario qui se passe. Ça fait quand même peur. Hein. Côté politique, les messages de solidarité à la Calédonie se multiplient, avec selon certains une responsabilité avérée de l'État dans cette situation de crise. C'est un peu l'échec finalement des discussions qu'il y a entre la Calédonie et l'État. Et depuis, on a remarqué ces tensions justement dans toutes les discussions qu'il y a avec l'État. Et aujourd'hui, on voit le résultat. De manière unilatérale, on va imposer en marche forcée des textes aussi importants que le corps électoral aujourd'hui. C'est un sujet qu'il faut prendre avec l'ensemble des parties prenantes. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale de décider et d'amender. L'Assemblée nationale doit être greffiée d'une décision, d'un accord global qui sera décidé en Nouvelle-Calédonie. Le texte sur le dégel du corps électoral a été adopté à l'Assemblée nationale il y a quelques heures, 351 voix contre 153. Le processus de révision constitutionnelle est suspendu, le temps pour le gouvernement et tous les acteurs calédoniens de poursuivre les discussions pour trouver un accord global. En Nouvelle-Calédonie, Sonia Bakes, présidente de la province sud, demande l'état d'urgence.
Après 48 heures de garde à vue à Rangiroa et à Tahiti, la mère de 45 ans, soupçonnée d'avoir tué sa fille de 21 ans samedi soir sur l'atoll, a été mise en examen pour meurtre sur personne vulnérable et placée en détention provisoire la nuit dernière. Une décision conforme aux réquisitions du parquet. Depuis le 1er mai, le SMIG est revalorisé de 4 000 francs bruts, soit 3 500 francs nets. Le SMIG net atteint presque 150 000 francs, une hausse due à l'augmentation du niveau général des prix de plus de 2%. Des entreprises ont été prises de court. Elles n'ont pas forcément décidé de répercuter cette augmentation sur leurs prix, en tout cas pour l'instant. Les explications de Nicolas Suir et Patrick Sinsing. Amaury dirige une entreprise de 15 salariés. 3 sont au SMIG. À la fin du mois, ces derniers toucheront près de 150 000 francs nets. Le directeur est content pour eux. Les plus bas salaires pourront mieux faire face à l'inflation. Mais pas question pour autant de répercuter cette hausse sur le prix de vente. Certainement pas. Déjà, le coût de la matière première est déjà tellement élevé et en progression permanente. Le fret également, on ne peut pas se permettre de rajouter cette augmentation du SMIC sur le répartir sur nos prix de vente. Mais certaines sociétés auprès de qui ils sous-traitent différents services ont rectifié leurs tarifs. Vous parlez des prestataires qui travaillent pour nous. Certains ont effectivement répercuté cette augmentation et nous l'ont signifié par courrier depuis le début du mois. Parce que c'était une nécessité pour Parce que c'était une nécessité pour eux et je présume que ce sont des entreprises qui ont énormément de salariés au SMIC. Donc effectivement, ça a une incidence pour eux. La Confédération des petites et moyennes entreprises s'inquiète de l'augmentation du coût du travail. On rentre dans une spirale infernale, c'est-à-dire qu'on augmente les salaires et voilà, on augmente le coût du travail. Et quand on augmente le coût du travail, on crée moins d'emplois. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est pas ce que l'on veut pour la Monaisie. On veut baisser le coût du travail. Pas de risque de spirale inflationniste selon cet économiste. On n'en est pas là, donc il faut être assez tranquille de ce point de vue-là. Par contre, c'est un coût du travail supplémentaire qui existe, qui est aussi un coût du travail qui vient remettre d'aplomb le pouvoir d'achat des salariés les moins aisés. Donc il y a une justice sociale dans l'augmentation du SMIC, mais en même temps, c'est sûr que ça fait une pression salariale supplémentaire pour les chefs d'entreprise. Les prix ont augmenté de 11% en 2 ans et demi. Aussi, il est normal que le SMIC ait été rehaussé 5 fois, soit au total 13% dans la même période. Direction Teahupo'o maintenant. Nous vous parlions hier de la nouvelle passerelle au-dessus de la rivière Faworo. Une autre étape vient d'être franchie. Les clés de la tour des juges ont été remises aux organisateurs. La tour a obtenu la conformité auprès des services de l'urbanisme. Hasard du calendrier, c'est la première houle de l'année à Teahupo'o. Les conditions sont parfaites pour surfer dans la passe de Hav'e, une houle de sud-sud-ouest d'environ 3 mètres. Parmi les surfeurs étrangers déjà sur site, Griffin Colapinto, premier mondial au classement du WCT. Il a pu admirer les surfeurs locaux, Matt Heidrole, Aimeo Zermatt, Tikanui Smith, Kevin Bourrez, Gilbert Teave ou Enrique Al-Itu, pour ne citer que. Image signée Tim Pruvot. La vague olympique fait rêver le monde entier, mais aussi les jeunes sportifs de Moorea. Les collégiens de la section football sont à Teahupo'o pour 5 jours. Ces 33 élèves issus du collège d'Afareaitu et de Popo ont pu voir la vague de leurs propres yeux. La chance était de leur côté puisqu'ils ont même pu observer nos surfeurs à l'œuvre. Le reportage de Raihei Najarian et Melissa Chong. Des vagues de taille olympique pour le plus grand bonheur des élèves venus de Moorea. Les conditions météo étaient parfaites pour admirer le spot mythique de Teahupo'o, de quoi mettre des étoiles plein les yeux à ces footballeurs. C'est la première fois que je viens là voir les vagues et c'est magnifique. Elles sont belles les vagues, elles font peur aussi et elles sont très grandes aussi. Et ouais, c'est mieux les vagues dans la vraie vie que sur les vidéos. Ce projet a été lancé il y a 7 mois. Vente de tombola et subventions de la part de la Fédération tahitienne de football ont permis de financer ce séjour à Teahupo'o qui a coûté plus de 650 000 francs. Je ne pouvais pas passer à côté de l'opportunité qui est les Jeux qui se passent ici sur le Fénois. Nos élèves de Moorea, ils se sentent des fois loin de ces événements-là. Savoir qu'il y avait la WSL qui allait servir de test event avant les JO, c'était pour moi l'occasion de faire une sortie scolaire autour des JO. De retour à terre, l'émotion est toujours aussi vive du côté des élèves. Ils ont même pu voir la performance de nos surfeurs locaux.
Quand on y va, c'est vraiment bien. Hein? Et en plus, quand il est arrivé, on l'a vu passer juste à côté de nous. Hein? Ben, c'était top. Ça m'a impressionné et ben, c'était choquant de voir des aussi grosses vagues. Ça te donne envie de faire du surf? Oui, mais ça fait un peu peur. Pour terminer en beauté la visite, ces jeunes ont pu rencontrer Pascal Luciani, ancien champion de surf et référent local de la Shiseido Tahiti Pro. Explication du fonctionnement et du règlement d'une compétition ont rythmé la rencontre. Et ça peut toujours être intéressant pour certains jeunes, surtout qui font partie d'une section la sportive. Hein. Bon, c'est le football, mais peut-être que ça peut créer des vocations dans d'autres disciplines. Et puis c'est leur permettre aussi de comprendre comment en fait s'organise en fait un événement et puis tout ce qu'il y a autour, toute la préparation en fait qu'il y a à mettre en place. Hein. Après avoir vu la vague mythique, place à la pratique pour ces élèves. Ils iront sur le spot de Orofara à Papen'o pour prendre quelques cours de surf avant leur retour sur l'île Sœur. Et l'épreuve de surf des Jeux Olympiques ne sera pas le seul événement du mois de juillet. Depuis plusieurs mois maintenant, les danseurs, les orateurs, les chorégraphes, les musiciens, les auteurs ou encore les costumiers préparent le Heiva Tahiti. L'édition 2024 rassemble plus d'une vingtaine de concurrents pour 6 soirées de concours. Bonsoir Matani Kainoku, bienvenue. C'est donc vous qui avez l'honneur de présider le jury cette année. Quelle est votre vision du rôle que doit jouer le jury avant et pendant la compétition ? Alors déjà, bonsoir Cybèle, bonsoir toute la Polynésie et merci de m'accueillir sur ce plateau. En effet, pour moi, le jury doit absolument assurer ses missions d'accompagnement. Puisque nous ne sommes pas encore en concours, le concours va démarrer du 4 juillet, à partir du 4 juillet. Et donc la notation et l'évaluation des groupes va se faire à ce moment-là, mais pas avant. Donc nous avons vraiment une mission d'accompagnement qui est essentielle, de soutien et de conseil aussi auprès des chefs de groupe de chant et de danse. Les groupes acceptent de vous recevoir ? Le règlement informe que seuls les huravatau, c'est-à-dire les groupes amateurs, sont obligés d'accueillir les membres du jury en tournée. Ça veut dire que les huratau et les groupes de chant n'ont pas obligation de nous recevoir. Mais ils sont nombreux, ils sont 20, et sur les 20, 90% les groupes ont demandé à nous rencontrer. Quel type de conseils vous pouvez prodiguer ? Alors, ce qui est important, c'est quelle que soit la catégorie, c'est d'abord de rassurer chacun des artistes. Alors, comme on l'a vu pour le surf, rencontrer les membres du jury qui, ont été experts et chefs de groupe sur la scène de Tohata, c'est essentiel pour rassurer les danseurs et chanteurs. Donc, des exemples de conseils sur la présence des voix, par exemple pour le chant. Est-ce que tout le monde a réussi à harmoniser les voix ? Pour la danse, ce serait simplement la durée des prestations de meilleurs danseurs, notamment est-ce que les OTA et les Aparima reflètent bien le sens du thème qui est choisi par le groupe. Essentiel qu'en fait, dès le premier coup d'œil, on puisse donner un conseil d'accompagnement et de soutien. Alors 10 groupes de danse et 10 groupes de chant sont sur scène. Ce sont des groupes connus, moins connus ? Alors, il y a des groupes connus et il y a des groupes qui le sont moins. Alors, l'intérêt du nouveau règlement, c'est justement de fluidifier le Heiva sur plusieurs années. On ne peut pas plus se permettre d'avoir un Heiva avec 40 groupes et un prochain Heiva avec que 20 groupes. Ça déséquilibre véritablement la manifestation. Donc, l'idée, c'est que les premiers inscrits s'inscrivent et sont retenus pour la compétition, mais il y a un maximum de groupes retenus chaque année. Alors vous étiez déjà vice-président du jury en 2014, puis président en 2015 et 2016. En 10 ans, qu'est-ce qui a évolué selon vous ? Est-ce qu'on va dans le bon sens ou au contraire, il faut se remettre en question ? Sachez que l'art est dynamique et la créativité n'a pas de limite ni de temps. Le Heiva de cette année sera dans le passé l'année prochaine. Donc il n'y a pas de limite. En revanche, ce qui peut être alarmant, c'est d'abord la présence d'artistes qui maîtrisent la langue. Il y en a de moins en moins. Donc le travail que peuvent mener les ra'atira, les chefs de groupe, pour préserver la langue à travers le chant, par la prosodie ou à travers la danse, et notamment les aparima et les OTA, est essentiel. Ce travail sur la protection et la transmission de la langue est essentiel. Vous vous inquiétez sur l'avenir de la langue ? Tout à fait, c'est une préoccupation parce qu'il est important que lorsque quelqu'un se met sur une scène pour chanter ou pour danser,
la personne comprenne ce qu'elle fait. Et donc, la réussite d'un concours en chant et en danse passe par une compréhension excellente des termes, des mots. Et un deuxième point, c'est le soutien qu'on doit apporter, chacun de nous, la population, au groupe de chant. Parce que à chaque fois qu'on le sait, à chaque fois qu'il y a un heiva, la population se lève. Le groupe de chant... Les spectateurs boudent un petit peu ces premiers spectacles. Les spectateurs prennent leur pause. Je trouve que c'est irrespectueux. Il faut soutenir les groupes de chant et rester assis jusqu'à la fin de leur prestation. Voilà. Très rapidement, sur la date du heiva, un changement de calendrier se profile vraiment? Vous envisagez vraiment de le faire au mois de novembre? Alors, la décision ne me revient pas, puisque je suis président d'un concours de danse sur la période du heiva. C'est une question qu'il faudra poser au gouvernement et à Madame la ministre. C'est dans l'air du temps. Mais en fait, on pourrait regarder ça d'un bon œil, parce que le heiva proposé au mois de novembre inscrirait la manifestation dans Matar Inia, c'est-à-dire le nouvel an polynésien dans le calendrier polynésien. Merci beaucoup Matani Kainuku d'avoir bien voulu échanger sur ce heiva donc prévu du 4 au 20 juillet prochain. Merci beaucoup. Aux Marquises, le RSMA, régiment du service militaire adapté de Hivaoa, ouvrait ses portes au public hier. Il propose différentes filières diplômantes aux jeunes qui ont arrêté leurs études trop tôt. Ils peuvent se spécialiser en mécanique, devenir agent d'entretien de bâtiments, tout apprendre sur le collage, la résine et la fibre. Le secteur de la restauration est aussi proposé. La filière bois pour la future scierie de Nukuhiva ou encore l'agriculture. Le RSMA accueille plus de 50 jeunes pendant 10 mois avant d'intégrer les entreprises de la place en tant que stagiaires ou employés. Les jeunes peuvent aussi opter pour l'armée. Je vous le disais en titre, un échange est prévu au mois d'octobre entre le centre Hélène Offray de la Fraternité chrétienne et un centre de Nouméa. 6 personnes polyhandicapées vont prendre l'avion pour la Nouvelle-Calédonie pour découvrir le Caillou et sa culture, en espérant bien sûr que la situation s'arrange d'ici là. C'est en tout cas une organisation compliquée pour les dirigeants du centre, mais une expérience unique pour les bénéficiaires de ce voyage. Caroline Fary, Sandroli. Dans ce centre d'accueil de jour, géré par la Fraternité chrétienne, une quarantaine d'employés prennent soin au quotidien d'enfants et d'adultes polyhandicapés. C'est des personnes qui présentent une déficience motrice et associée à une déficience intellectuelle profonde. Donc ce sont des gens qui sont dépendants en fait, d'aide humaine et technique pour toutes les activités de la vie quotidienne, que ce soit pour tenir assis, se déplacer, manger et participer aux activités qu'on leur propose. Et les activités sont nombreuses, comme la balnéothérapie pour évoluer en douceur dans l'eau, ou la boccia, une pétanque spécialement adaptée à leur handicap. 6 d'entre eux auront la chance de partir en Nouvelle-Calédonie au mois d'octobre, un échange culturel qui ne s'improvise pas. Ce public a très peu d'opportunités de se déplacer. Déjà, quand il s'agit de se déplacer du domicile jusqu'au centre, il faut un véhicule spécifique. Donc il faut avoir l'esprit que pour prendre l'avion, ça demande effectivement une organisation, du matériel. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Il faut coordonner tout ça avec déjà la compagnie Air Calais et tous ceux qui sont de l'autre côté. Nous, on envoie nos fiches. Pour chaque jeune, ils ont des fiches qu'on a envoyées, comment ils mangent, comment ils se déplacent, comment on fait les transferts. Ouais, c'est toute une organisation. Une première et une expérience unique pour ces jeunes prêts à s'envoler vers le Caillou. Comment tu vas aller en Nouvelle-Calédonie? Tu sais comment on y va? Le centre de Nouméa enverra ses bénéficiaires à Tahiti au mois de novembre. En attendant, un concert caritatif est organisé le 1er juin au Parc Bayrey pour financer une partie du voyage. Et parmi les artistes qui se produiront le 1er juin, entre autres Angelo ou encore le groupe Natura Jam. Cette information avant de se quitter, le radiologue Pierre Cateau est décédé à l'âge de 84 ans. Pilier de la Ligue contre le cancer en Polynésie, il a présidé à plusieurs reprises l'association des radiologues. Il s'est beaucoup engagé en faveur des dépistages gratuits pour lutter contre la maladie et plus spécifiquement contre le cancer du sein.
Je vous rappelle l'information principale de cette édition. 3e jour de violence en Nouvelle-Calédonie. Un mort à déplorer, tué par balle lors d'affrontements. Les blocages et pillages continuent. De grandes enseignes du territoire ont pris feu. Les manifestants protestent contre la révision constitutionnelle en cours à Paris et notamment le texte sur le dégel du corps électoral. Le projet de loi déjà adopté au Sénat a été voté à l'Assemblée nationale. Le président de la République vient d'adresser un courrier au chef de groupe du Congrès et au président de parti pour les convier à Paris. La réunion aura lieu sous l'égide du Premier ministre. Comme hier, vous pourrez suivre ce soir en direct le journal de NC La Première. Ce sera en deuxième partie de soirée à 22h30. Vous pourrez voir auparavant 2 séries, Balthazar et Wara. La une de Tahiti Info demain sur les événements en Calédonie, ça flambe de partout. Voilà pour les informations de ce mardi 14 mai. On se quitte sur les images de Tim Pruvot à Te Ahupu'o. La première houle de l'année a permis aux surfeurs locaux et internationaux de prendre leur repère sur la gauche de Have-Ay. Belle soirée sur La Première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet